Messieurs, mesdames, bonsoir, bienvenue dans cette session d'information dont voici le sommaire. Vous le savez déjà, le dernier contingent de l'armée française a quitté le Niger depuis hier. L'heure est à la célébration de la victoire du peuple nigérien, mais la prudence doit être de mise. Les échos des différents meetings et déclarations dans cette édition. L'actualité, c'est aussi le sabre national Agadez 2023. Ce matin, en marge des combats, la mini-foire artisanale initiée à cette occasion a reçu la visite d'une délégation ministérielle. Bienvenue à tous. Ainsi donc le dernier contingent de l'armée française au Niger a quitté Niamey hier, 22 décembre 2023. Ce départ a été immédiatement célébré à Niamey comme une grande victoire à travers une marche suivie d'un meeting organisé par la synergie des acteurs de la société civile nigérienne. C'était à l'escadrille, place de la Résistance, en présence des membres du CNSP et de plusieurs autres invités. Mahmoud Idrissa Maïga et Moubarak Mahaman. Tout comme la date historique du 26 juillet 2023, celle du 22 décembre restera assurément gravée dans la mémoire collective des Nigériens et du monde entier, en ce sens qu'elle consacre le départ définitif des soldats français du sol nigérien. Une volonté exprimée par le peuple du Niger, soutenue et exécutée avec brio par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, en sa tête le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani. Quelques heures seulement après le départ du dernier contingent des troupes françaises, les Nigériens ont célébré cette victoire à travers une marche et un grand meeting organisé par la synergie des acteurs de la société civile au portail de l'escadrille, la base 101 de Niamey, lieu où était logée la principale base de l'armée française. Du 2 septembre à ce jour 22 décembre 2023, vous êtes debout, intrépides et déterminés à attendre de manière ferme ce départ définitif du dernier militaire français de notre beau et riche pays. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. C'est en ce jour, vendredi 22 décembre 2023, que la victoire d'étape est acquise. Le but est atteint, mais le combat ne fait que commencer. Et cela, nous ne devons pas l'oublier, cher peuple guerrier. Dans la joie et dans l'allégresse de l'indépendance totale obtenue, de haute lutte, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être à la fois acteurs et spectateurs du départ aujourd'hui même du dernier crétin soldatesque français. Les membres du CNSP, comme ils l'avaient promis antérieurement à diverses occasions, étaient présents à l'événement. Ils ont transmis d'ores et déjà aux populations les salutations et les félicitations du président du CNSP, chef de l'État, le général Abdraman Chani. Ils ont saisi également l'occasion pour remercier vivement les populations pour la confiance placée au CNSP depuis le 26 juillet dernier. Confiance qui ne souffre de défaillance ou d'ambiguïté aucune. Le désengagement des troupes françaises qui paraissait utopique aux plus sceptiques s'est sans aucun doute réalisé avec coup de maître, ce qui prouve à suffisance, pour ceux qui veulent le savoir, la dynamique du CNSP à découdre d'avec l'ordre ancien, un mode de gouvernance jalonné d'assujettissement, de népotisme et de corruption, comme l'a si bien dit le chef de l'État lui-même dans son discours à la nation du 17 décembre 2023 à l'occasion de la proclamation de la République. Ce grand moment de victoire sur l'impérialisme et le néocolonialisme a trouvé également l'activiste panafricaniste Nathalie Yamb à Niamey, présente depuis 5 jours dans le cadre de plusieurs activités organisées par l'ONG Urgence panafricaniste, section de Niamey. Le coq est mort. Le coq est mort et vous l'avez tué ici à Niamey. Merci beaucoup. Nous sommes pleins de reconnaissance pour ce que vous avez fait ici. Il y a des places que les gens aiment visiter dans le monde. Aujourd'hui, on veut venir à la place de la Résistance à Niamey. C'est l'endroit qui symbolise tous les courages. Le courage de vos militaires, le courage du CNSP. Merci. Le courage du CNSP que vous avez rendu
constance, avec votre détermination, vous avez battu des armées qui prétendent qu'elles sont les plus fortes dans le monde. Nous devons être vigilants. Le coq est mort, mais il se réincarne. Il prend les habits d'autres pays, chez eux là-bas, et il prend aussi des habits à l'intérieur de nos rangs. Ce n'est pas terminé non plus. L'armée est partie, mais il reste la monnaie. C'est un franc qui nous maintient dans le sous-développement. Il faut maintenant continuer le combat. Nathalie a été honorée au Niger. C'est la première fois qu'une combattante a été décorée en Afrique. Comme vous le savez, elle a été expulsée de la Côte d'Ivoire. Elle est interdite de séjour en France. Mais aujourd'hui, elle est nigérienne grâce au CNSP et grâce à l'amour que le peuple nigérien porte pour elle. J'ai eu la chance de rencontrer le chef de l'État, le général Abdraman Tchani. La première fois, c'était avec Kémy Seba. La deuxième fois, avec Nathalie Yamb. Et c'était en compagnie de ses frères d'armes, les membres du CNSP. Jeunesse nigérienne, vous avez toujours prié, vous avez toujours souhaité que Dieu puisse nous donner des patriotes à la tête de notre État, mais surtout des panafricanistes. Je vous confirme aujourd'hui que les militaires qui ont pris le pouvoir et qui nous dirigent sont des panafricanistes convaincus. Pour rien au monde, n'écoutez personne, restez mobilisés. Ainsi, après 4 mois de manifestations continues à l'escadrille baptisée Place de la Résistance, la plus longue et la plus grande manifestation que le Niger n'ait jamais connue d'ailleurs dans son histoire socio-politique d'après indépendance, les derniers soldats français ont quitté définitivement les terres nigériennes de Walam jusqu'à Agadez en passant par Niamey. Pour rappel, c'est en début du mois d'octobre 2023 qu'un comité bipartite de désengagement des troupes françaises a été mis en place. C'est le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Maman Sani Kiao, qui en était le président. Il était également présent à l'événement aux côtés des membres du CNSP. Il a d'ailleurs été présenté et ovationné par le public. Ainsi, le départ des derniers soldats français de notre pays a été favorablement accueilli par les Nigériens. Certains y voient une toute première victoire du peuple dans la reconquête de sa souveraineté, mais elles estiment que le Niger ne sera véritablement libre qu'une fois que toutes les forces d'occupation auront quitté son sol. Le départ de la dernière vague des militaires français au Niger a été accueilli personnellement par moi comme un grand soulagement. À ce titre, j'avais organisé une grande fête hier à la maison pour célébrer ce départ-là. Je suis très content de leur départ parce que ça marque d'une certaine manière la fin du néocolonialisme français au Niger. Et Dieu merci que ces scènes de militaires, comme on dit, des scènes d'abeilles, donc a pu quitter définitivement notre pays. Mais le problème, c'est qu'on n'attend pas que ça. Moi, si j'ai un appel à dire, c'est toutes les forces étrangères qui doivent quitter notre pays. Il n'y a pas que les Français qui constituent aujourd'hui une menace secrète pour nous. Je crois que tout ce qui est force étrangère, comme on a demandé la présence d'aucune force sur notre territoire, ils n'ont qu'à libérer notre territoire. C'est une première victoire pour le peuple nigérien de constater qu'il n'y a aucun soldat français sur nos terres. Et je crois que les nouvelles autorités vont continuer sur cette lancée. Il n'y a pas que l'armée française sur nos terres. Là, il faudrait, après le départ de toutes les forces d'occupation sur nos terres, il faudrait redéfinir des alliances avec les pays qui veulent véritablement nous aider, mais pas de se servir de nous. Le peuple nigérien a vraiment rompu avec l'impérialisme, a vraiment rompu avec l'idée que le Niger ne pouvait pas, en fait, s'auto-émanciper. Le Niger ne pouvait pas sortir du carcan dans lequel ces geôliers français et ses valets locaux ici l'avaient plongé durant plus de 100 ans. Ceci montre que, vraiment, aujourd'hui, nous, peuple
du Niger, vraiment nous sommes résolus à tourner la page et à aller dorénavant vers notre souveraineté absolue. Ce n'est que justice qui est rendue. Et nous félicitons le peuple nigérien qui est resté debout par rapport à cette question et nous pensons que très bientôt aussi les autres forces, le contrat sera révisé pour voir en réalité qu'est-ce qu'elles font dans ce pays et que si ça n'enchante pas le peuple pour qu'elles aussi elles puissent quitter, plier leurs bagages et quitter le Niger. C'est grâce au CNSP que vraiment cet acte historique, j'ai pas dormi hier. Parce que j'étais très content, j'ai appelé les enfants, on a préparé du thé, ils ont fait les roacha et autres là. On a fait vraiment une bonne célébration, on a payé du poisson et autres là. Les enfants, ils ont grillé, on a mangé. Ils sont très contents, je leur ai expliqué voilà pourquoi donc ce petit événement là familial. Ça c'est vraiment un sentiment de joie, un sentiment de jouissance, peut affirmer avec aisance que vraiment, que pour la première fois, que le Niger a retrouvé toute sa souveraineté. Et nous saluons vraiment le patriotisme des uns et des autres, la compétence du CNSP à arriver à ce stade. Aujourd'hui, on peut affirmer à haute voix que le Niger est un des pays souverains de l'Afrique occidentale. C'est vraiment merci, chapeau pour le CNSP. De soulagement qui m'anime, puisque le départ des troupes françaises marque le début d'une ère nouvelle, celle de la liberté. Parce que la présence militaire française, nous sommes tous conscients que ce n'est pas une bonne chose. Dès lors que l'armée française était venue au Niger pour éradiquer le problème de l'insécurité. Hélas, leur présence a contribué au développement de l'insécurité et ce qui a fait comprendre au peuple que la France n'est pas venue au Niger pour combattre le terrorisme, mais pour aider les terroristes afin de continuer à piller les ressources de la population nigérienne. Et je profite de ce micro pour féliciter les autorités de la transition. C'est une fierté pour une population entière que nous sommes contents aujourd'hui qu'il n'y a plus de troupes françaises au Niger. Donc vraiment, nous remercions Dieu et nous remercions l'effort de la CNSP avec l'équipe en totalité, y compris tous les acteurs qui ont contribué pour le départ de la troupe française. Je dirais que le Niger vient de poser un acte mémorable. Donc le Niger vient d'entrer, n'est-ce pas, par la grande porte, n'est-ce pas, dans l'histoire. Donc à partir d'aujourd'hui, le peuple nigérien est devenu un peuple au sens politique du terme, au sens dialectique du terme, non pas un peuple au sens psychosociologique du terme. Parce qu'au début, nous ne constituions pas au sens politique du terme un peuple, mais aujourd'hui, avec les actes, n'est-ce pas, donc fondateurs que nous venons de poser grâce au CNSP, donc le Niger vraiment vient d'écrire son histoire avec des lettres en or. Vraiment, c'est un sentiment de satisfaction que nous avons. Mais je dis bien une satisfaction partielle, parce que le plus grand travail reste à venir. Si aujourd'hui les Nigériens ont été à bout de la présence des Français ici au Niger, il est certain qu'ils vont essayer par tous les moyens, en tout cas, de déstabiliser le pays. Il est certain que nous avons le réel défi de nous réformer nous-mêmes. Il est certain qu'on a certains parmi nous qui sont encore imprégnés par des idées coloniales, des idées impérialistes qui sont toujours avec ces Français-là. Quitte à nous de faire un travail profond. Là, vraiment, c'est un soulagement. On attend cela depuis fort longtemps. Voilà, en date du 22 décembre 2023, là, d'où la dernière vague française a quitté les territoires nigériens. Franchement, aujourd'hui aussi, c'est une fête également pour tous les Nigériens. En tant que Nigérien, digne de son nom, en tout cas, je suis fier, je suis content. En fait, pour la première fois, en fait, on arrive à faire quelque chose que tout le monde a reconnu dans le monde entier. La suite de cette édition, le bulletin d'information des forces de défense et de sécurité fait ce soir le bilan des opérations menées du 20 au 22 décembre 2023 sur le territoire national et à l'extérieur. Les offensives se poursuivent sur le terrain et les forces de défense et de sécurité continuent de pacifier les zones d'insécurité. Braves citoyens nigériens, fidèles à leur engagement, à savoir la défense de l'intégrité du territoire national, la sécurisation des personnes ainsi que leurs biens,
les FDS se mobilisent avec courage et abnégation pour combattre l'insécurité sous toutes ses formes sur notre territoire. Ce noble combat, raffermi par l'appui indéfectible des populations civiles, participe sans nul doute à l'amélioration des résultats sur le terrain. Entre le 20 et le 22 décembre 2023, nos vaillantes forces ont mené plusieurs opérations salutaires sur les différents fronts dont voici les plus marquantes. Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération Al-Mahou, sur la base de renseignements recueillis, une unité des FDS en contrôle de zone à Kandaji a appréhendé au cours de la semaine un malfrat en possession de produits prohibés dont 78 comprimés d'Exol, 73 comprimés de diazépam, 6 comprimés de tramadol, 37 cornets de chanvre indien et du cannabis. Dans la même zone d'opération, en début et en fin de semaine, la surveillance permanente de notre espace aérien a permis aux vecteurs de l'armée de l'air du Niger, en collaboration avec les vecteurs des pays amis et partenaires, d'observer des regroupements de terroristes dans les localités de Inchinanan et sur la frontière avec le Burkina Faso. Les frappes aériennes menées avec grand succès sur ces localités ont permis de neutraliser une vingtaine de terroristes et détruire une quantité importante de la logistique ennemie. Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve, en milieu de semaine, les patrouilles fluviales FDS ont successivement saisi à Sorkoy et Guémé 365 bidons de 25 litres, soit au total 9125 litres d'essence. En cours de semaine, les patrouilles fluviales de la gendarmerie de Saï ont intercepté un total de 365 bidons de 25 litres d'essence, soit une quantité impressionnante de 9125 litres, probablement destinée aux terroristes dans la zone du parc W. Plus tard, au cours de la semaine, les équipes de déminage des FDS ont découvert et neutralisé 3 engins explosifs improvisés posés par les groupes armés terroristes dans la région. Malheureusement, le 20 décembre, dans la zone de Ourdjeladjou, nous avons été attristés d'apprendre le décès de 2 enfants de 12 ans. Ce tragique incident est survenu après que l'un d'entre eux ait malencontreusement déclenché un engin explosif improvisé. En ces moments difficiles, nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances aux familles des victimes. Dans la région de Tawa, de l'opération Chara, en milieu de semaine, les différentes opérations de contrôle de routine opérées par les FDS à Tebaram ont permis de découvrir et saisir à l'intérieur d'un camion 16 armes de fabrication artisanale. Dans la même période, des FDS en poste à Tintabaraden sont parvenus à maîtriser un suspect en détention illégale d'un pistolet automatique, plus de 2 chargeurs contenant 13 cartouches de 9 mm. Dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte. Au cours de la semaine écoulée, les forces de défense et de sécurité du secteur ont mené plusieurs activités opérationnelles. Le 20 décembre, une unité des FDS en patrouille à Dindanji a réussi à intercepter et à restituer à leurs propriétaires une quarantaine de têtes de bétail volées par le groupe terroriste Boko Haram. Plus tard dans la soirée du 21 décembre, les FDS ont appréhendé à Chetimari un fournisseur de carburant des groupes armés terroristes et par la suite à Gagamari, ils ont interpellé également 2 complices de l'EIAO en possession de 20 bidons d'essence. Le lendemain, le 22 décembre, lors d'une opération de ratissage dans le secteur de Indardouri, une patrouille conjointe des forces armées nigériennes et de la garde nationale du Niger s'est accrochée avec des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. La réaction vigoureuse et instantanée de nos forces a permis de neutraliser 13 terroristes tout en récupérant un nombre substantiel de bétail volé par ces individus. Au cours de cet accrochage, un soldat a été blessé, néanmoins son pronostic vital n'est pas engagé. Dans le secteur de Niamey, les différentes patrouilles menées par les FDS ont permis à celles-ci de démanteler 4 réseaux de malfaiteurs spécialisés dans les vols à main armée, détention illégale d'armes à feu, usurpation de titres et vol à l'arraché. Les perquisitions menées ont permis de découvrir puis de saisir 3 armes à feu de marque Norinco avec un chargeur garni de 7 munitions, 5 munitions de calibre 8 x 19 mm, 4 motos, un sachet de 10 paquets de tramadol, une plaquette de 10 comprimés de tramadol et 3 cornets de crack, un taser, un ensemble de faits militaires volés et un véhicule. En milieu de semaine, les FDS ont sur la base de renseignements interpellé un terroriste dans un centre de santé de la place.
Le mis en cause serait venu soigner ses blessures causées par les balles qu'il aurait reçues lors des assauts menés par les FDS sur les groupes armés terroristes de la zone. Dans la soirée du 20 décembre 2023, une unité FDS a réussi à appréhender 3 malfrats dans un quartier de la ville. Ces derniers étaient en possession d'une arme pistolet automatique plus un chargeur contenant 4 cartouches, un véhicule, une moto DT125, 3 téléphones portables, plusieurs clés de moto, 5 emballages dont chacun contient 1 million de billets noirs en coupure de $100 US, soit une somme estimée à 10 298 680 000 francs CFA. Aussi, la vigilance et le professionnalisme des FDS en service à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey ont permis d'arrêter en fin de semaine 2 individus en possession de 12,145 kg de cocaïne d'une valeur estimée à 1 250 000 francs CFA et diverses devises étrangères. Il est essentiel d'informer nos concitoyens qu'en conformité avec le programme conjointement élaboré par les autorités relatif au retrait des troupes françaises de notre territoire, une cérémonie officielle marquant le départ définitif de tous les soldats français du sol nigérien a eu lieu dans la matinée du 22 décembre 2023 à la base aérienne 101 de Niamey. Cet événement a été honoré par la présence des autorités militaires nigériennes, du chef d'état-major général des armées du Togo, d'un représentant de l'armée américaine et du commandant des forces françaises au Sahel. Après plus de 2 mois de manœuvres logistiques, c'est 1500 militaires, 600 véhicules, 24 aéronefs et 3000 conteneurs qui ont été désengagés du Niger par le biais de 145 vols, dont 123 vols cargo et 15 convois terrestres en direction du Tchad. À la date du 22 décembre 2023, l'intégralité des soldats français ainsi que leur matériel ont définitivement quitté notre pays. C'est l'occasion de féliciter l'ensemble de la population nigérienne pour sa patience, son attitude et sa maturité, car aucun incident hostile n'a été enregistré durant cette opération. Par ailleurs, sous un tout autre registre, les forces de défense et de sécurité FDS ont poursuivi avec succès l'acheminement d'un convoi stratégique en provenance de Dori jusqu'à Niamey. En milieu de semaine, 954 camions ont été escortés en toute sécurité par les FDS jusqu'à leur destination à Niamey. Dans le cadre du renforcement des liens entre la nation et l'armée, les FDS ont reçu le 21 décembre 2023 un bloc de maternité équipé, généreusement offert par la Fondation Bank of Africa Boa du Niger dans les locaux du Kambano. De plus, dans une démarche civilo-militaire proactive, les FDS de Barwa, soucieux d'assurer la continuité de la scolarité des élèves du CES Barwa, dispensent bénévolement des cours dans diverses disciplines au profit des élèves du secondaire de la région. Enfin, les FDS ont entrepris la réhabilitation de la route Goté-Tilaberi, apportant ainsi une amélioration significative à la mobilité des populations de la région de Tilaberi qui en bénéficient grandement. Chers concitoyens, la lutte noble engagée contre les ennemis de notre nation ne peut aboutir sans votre collaboration citoyenne. Il est essentiel de signaler toute activité suspecte dans votre environnement immédiat au FDS. À cette fin, une ligne verte est à votre disposition pour faciliter la communication avec les FDS, renforçant ainsi la sécurité sur l'ensemble de notre territoire national et favorisant une paix durable. Nos numéros d'appel d'urgence restent toujours disponibles 24 heures sur 24. Les forces armées nigériennes, le 40-40, la police nationale, le 83-83. Vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés, vive le Niger libre et souverain. Voilà toute autre chose à présent en marge des activités entrant dans le cadre du 44e Sabre national Agadez 2023. Une mini-foire a été organisée. Elle a reçu la visite ce matin de la ministre de l'Artisanat accompagnée de plusieurs autres personnalités. Bachir Harouna et Algabita Sadek. Accompagné par d'éminents membres du gouvernement de transition ainsi que des autorités régionales et municipales d'Agadez, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme a fait le tour des différents stands érigés pour cette mini-foire artisanale ayant permis à Madame Guichen Recheta Atta et la forte délégation à ses côtés d'apprécier l'étendue, la diversité et la richesse de l'artisanat d'Agadez et des produits
maraîchers locaux dont les spécificités ont été révélées par le directeur national de l'artisanat. L'objectif général, c'est de faire la promotion de l'artisanat au niveau régional, en particulier, et national en général. De façon spécifique, il s'agira de faire l'étalage de toutes ces merveilles de l'artisanat dans les différents métiers. C'est de faire la visibilité de la Semani autour de la nomenclature donc, des métiers donc, artisanaux. Montrer que dans le domaine de l'artisanat, il y a 3 domaines. L'artisanat de transformation et de production, ou de production, l'artisanat de service, l'artisanat d'art, 8 branches professionnelles et 291 métiers. Enfin, sensibiliser les artisans pour qu'ils comprennent les avantages liés à l'inscription au registre de métier et au répertoire des entreprises artisanales. Une véritable opportunité, a indiqué le directeur régional de l'artisanat. Vous savez, l'artisanat d'Agadez, c'est l'artisanat le plus prisé au Niger. Et nos artisans sont doués dans ce qu'ils font. Donc il va falloir leur donner une occasion, à l'occasion de ce genre d'événement, pour qu'ils montrent leur savoir-faire, pour montrer à la population de la région d'Agadez et même ceux qui sont venus des autres régions du Niger et des pays voisins, la richesse de l'artisanat nigérien globalement et Agadez en particulier. Nos artisans et nos maraîchers vont bénéficier d'énormes retombées économiques et même au-delà, la commune urbaine d'Agadez va bénéficier des retombées de cette 44e édition du Sabre national Agadez 2023. La ministre de l'Artisanat et du Tourisme a donc à cet effet salué cette initiative de promotion de l'artisanat nigérien en général et celui d'Agadez en particulier, qui n'est plus à présenter au regard des divers produits de qualité exposés juste à quelques mètres de l'arène Aboubakar Jibo d'Agadez. Et nous vous annonçons que vous suivrez après ce journal en direct d'Agadez le débat Appel de la patrie, une émission animée par Adine Ag Al-Galas. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a reçu hier plusieurs contributions de la part des bonnes volontés. Le point avec Naïetoulaye Hassan et Amadou Hamidou. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie continue toujours à recevoir les contributions des bonnes volontés. Ce vendredi 22 décembre 2023, il s'est agi entre autres d'un ressortissant du village de Tesker, M. Issouf Malan Adam, a contribué avec la somme de 10 000 francs CFA. Le village de Manoukwara, 27 150 francs CFA. Les ressortissants nigériens à Sunjani au Ghana, 240 000 francs CFA. Cheikh Hamid Touré a contribué en nature avec 50 romans d'une valeur de 250 000 francs CFA. Le personnel du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a contribué en nature des produits pharmaceutiques d'une valeur de 6 336 000 francs CFA et en espèces 10 732 330 francs CFA. Les commerçants du marché aéroport, 323 000 francs CFA. Le comité de veille de la commune rurale de Dirkou, 40 000 francs CFA. Les ressortissants de l'Arewadouchi vivant au Cameroun, 200 000 francs CFA. L'ensemble du personnel de IAT, 10 bourses d'études, 5 pour le niveau moyen et 5 pour le niveau supérieur, d'une valeur de 10 750 000 francs CFA. L'Association des écoles et instituts privés de santé, 86 bourses d'une valeur de 78 749 000 francs CFA et en espèces 2 150 000 francs CFA. Le village de Boulkassa Gouroukaina Filengue, 194 650 francs CFA. L'ONG EFIS au nom des mères des sourds, 20 000 francs CFA. Le village de Tondibia et Diaspora, 1 624 500 francs CFA. Et enfin, l'association patronale des gares modernes qui, par prélèvement sur chaque billet de transport de la somme de 10 francs, a réuni et remis au FSSP la somme de 3 600 000 francs CFA.
D'autre part, une mission du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie séjourne à Maradi, conduite par la présidente du comité de gestion. Cette mission vise à informer et sensibiliser les populations sur les tenants et les aboutissants de ce fonds. Sandana Tahi et Hassan Abdou. Après les mots de bienvenue du premier vice-président du conseil de ville et du président du conseil régional, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Essoufou Maman, a décliné l'objet de cette mission qui porte sur l'information et la sensibilisation des populations sur le fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, s'adressant aux participants. La directrice du comité de gestion du fonds, Madame Barra Moussa Hassan Djermokoy, a rappelé que ce fonds a été créé sous l'impulsion du président du CNSP, le général de brigade Abdraman Chani, chef de l'État, pour amener les Nigériens à changer de comportement et à avoir une bonne vision de développement basée sur la culture du civisme, de la responsabilité et de l'engagement citoyen. Il y a deux niveaux d'objectifs. Des objectifs à très court terme qui visent la souveraineté de la sécurité. Et un objectif à moyen terme qui vise la souveraineté alimentaire et la souveraineté économique. Pour le CNSP, ce fonds doit nous permettre désormais de restaurer notre dignité. Notons qu'à cette occasion, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Essoufou Maman, a rappelé les contributions très significatives antérieurement mobilisées par sa région en annonçant d'autres nouvellement enregistrées, y compris celles de ses petites filles qui ont joint leur effort à cet élan patriotique pour faire du Niger un pays véritablement libre, souverain et indépendant. Le mouvement M62 a tenu ce matin un point de presse, une déclaration qui intervient après le départ des soldats français du territoire nigérien. Ce point de presse vise à faire la situation de cette victoire et félicite le peuple nigérien pour le combat mené et tenir également la population informée des projets à venir. Nafissa Badamassi et Issa Keissa. Suite à la date historique d'hier vendredi 22 décembre 2023 marquant le départ des derniers soldats français du territoire du Niger, quoi de plus normal pour le mouvement M62 qui était présent dans cette lutte en revendiquant le départ de ces soldats depuis l'arrivée du CNSP au pouvoir que d'exprimer sa reconnaissance et sa gratitude à l'endroit du peuple nigérien qui l'a soutenu dans ce combat, d'où la tenue de ce point de presse. Aujourd'hui, nous sommes là devant vous pour exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance au peuple fier et vaillant du Niger pour son combat, sa hauteur de vue et son sacrifice immense par lesquels il a rendu possible ce jour. Hier seulement, quand nous avions créé le M62 autour de cet idéal, beaucoup nous prenaient pour des fous et pensaient impossible l'arrivée de ce jour. Mais nous étions convaincus qu'impossible n'est pas nigérien et que le peuple nigérien est un peuple guerrier dont l'Afrique entière est fière aujourd'hui. Pour le coordonnateur du mouvement M62, c'est une bataille par la guerre qui vient d'être gagnée. La lutte doit se poursuivre sur le front d'exploitation des ressources naturelles. Nous devons continuer à nous mobiliser pour l'aboutissement de ce processus irréversible de l'Alliance des États du Sahel, avec la réalisation de tous ces objectifs, singulièrement celui de souveraineté monétaire, de souveraineté alimentaire et aussi et surtout de la restauration de la paix et de la stabilité, principale raison de l'avènement des régimes militaires dans nos pays sur l'ensemble du territoire du Sahel. Nous devons garantir également la transparence dans l'exploitation du pétrole.
Pour donc célébrer cette première victoire du Niger, le mouvement M62 ainsi que toutes les parties prenantes envisagent d'organiser plusieurs activités scientifiques, religieuses, culturelles, sportives et de distinction avec la remise de témoignages de reconnaissance et de satisfaction aux divers acteurs au niveau de la place de la Résistance le vendredi 26 janvier et au stade général Séni-Kountché le 27 janvier 2024. Une date qui coïncide avec les 6 mois du CNSP à la tête du pays. Dans le même ordre d'idée, dans le cadre de sa visite au Niger, l'activiste panafricaniste Nathalie Yamb était à l'université de Niamey. Elle a animé une conférence débat en présence de plusieurs étudiants venus prêter attention à ses convictions d'une Afrique libre et indépendante. Aussi, la panafricaniste Nathalie Yamb dans le temple des échanges, du savoir et des idéologies notamment panafricaines. L'accueil ne pouvait être grandiose et survolté de la part des étudiants de l'université de Niamey sur la mythique place Amadou Boubacar. Une place envahie par une foule d'étudiants venus l'adouber et lui témoigner la reconnaissance du peuple nigérien dans sa lutte de libération et d'éveil des consciences. À l'égard des manifestations, non seulement de Nathalie, comme actrice, combattante, cardinale, avançant, là où il fallait reculer. Celle qui a appris à briser les frontières, à défier le vent et la pluie, dans le cadre de ce qu'elle fait, de ce par rapport à quoi elle est convaincue. Je voudrais, au nom des étudiants, vous dire que vous êtes une bénédiction. Nul au monde, ni personne ne peut dire le contraire. Le président de l'ONG Urgence panafricaniste Niger a rassuré ses étudiants quant à la volonté du CNSP à redonner au Niger sa souveraineté. Qui ont cette vision panafricaniste, cette vision qui va nous pousser à aller vers la rupture avec l'ancien colonisateur. J'ai eu la chance de rencontrer le chef de l'État, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, avec ses frères d'armes. Alors tenez-vous bien, nous avons une chance. Ces militaires qui nous dirigent aujourd'hui sont des panafricanistes convaincus. Ne laissez personne vous tromper, nous devrons nous mobiliser pour les accompagner à accomplir cette mission de libération. Nathalie Yamb, sans langue de bois, a encore expliqué aux étudiants la nécessité et le devoir de mener ce noble combat de la dignité, de la souveraineté et de l'indépendance totale. Les mécanismes qui font qu'aujourd'hui, au lieu que le Niger soit parmi les premières puissances économiques africaines, il est partout dénigré comme étant l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Ces mécanismes existent encore et il faut qu'on s'attelle à les déconstruire et à reconstruire le Niger différemment. Et vous avez un rôle crucial à jouer dans cette reconstruction. Vous avez la chance d'être ici à l'université. Vous avez la chance d'apprendre, de pouvoir discuter, de construire un esprit critique. Parce que tout ce qu'on vous apprend là, ce n'est pas nécessairement la vérité. Vous savez que malheureusement, souvent, nos programmes scolaires sont hérités de la colonisation. Notre façon d'analyser les choses est héritée de la colonisation. Donc ce que vous devez faire, et dans ces agoras, ces parlements, avec des leaders comme ceux-ci, c'est de débattre, de chercher, de réfléchir et d'aider à contribuer à construire un nouveau narratif et à reconstruire notre histoire. Avant de quitter la place Abbé, celle qui a été élevée au rang de chevalière de Palma académique du Niger, a rappelé ceci aux étudiants. Vous avez le devoir envers vos petits frères, vos petites sœurs, de travailler sans relâche, sans peur, sans baisser la garde, pour arriver à l'intégration finale. Je ne sais pas si vous êtes conscient de la chance que vous avez de vivre dans un pays et dans une région où, pour la première fois depuis des décennies, l'ébauche d'un rêve d'intégration africaine est en train de se faire. L'Alliance des États du Sahel,
c'est le projet géostratégique le plus important du 21e siècle et c'est vous qui êtes concernés par ça. Vous en êtes les acteurs. Nathalie Yamb a eu droit à un standing ovation de la part des étudiants et la place Abbé, une manière de lui prouver l'hospitalité légendaire du peuple nigérien, lui rendre un hommage mérité pour son éternel combat panafricain pour une Afrique libre, souveraine, prospère et son engagement aux côtés du Niger et son peuple pour arracher son indépendance totale et absolue. Restons à la place Abbé de l'université de Niamey qui a servi de cadre hier soir à une conférence débat au cours des thèmes relatifs à la situation socio-politique et économique du pays. Elle était organisée par le cadre d'unité d'action citoyenne. Le point avec Issa Ousmane Mahamat et Hamidou Amadou. Quel modèle démocratique pour les pays du Sahel face aux crise sécuritaire, politique et institutionnelle, c'est le thème de cette conférence débat organisée par le cadre du d'action citoyenne, selon l'une des panélistes, Dr Nafi Ouada, le dénominateur commun des démocraties et l'existence d'institutions et de lois qui visent à protéger la population des dérives tyranniques ou dictatoriales que peut exercer une personne ou un groupe quelconque, y compris la majorité. Les textes à venir ils doivent consacrer des chapitres dédiés à la souveraineté nationale. Parce qu'il faut que les législateurs en tiennent compte des réalités, des spécificités socio-économiques, agro-silvo-pastorales de notre pays. Donc aujourd'hui, la question de la Constitution, ce n'est pas une affaire de juristes seulement, c'est une affaire de toutes les sciences sociales, c'est une affaire des sciences économiques et des sciences juridiques. Il faut prendre tous ces aspects-là, c'est ça qui va nous permettre quand même de prendre en compte les développements socio-économiques de notre pays. Dans les échanges, les étudiants ont apporté des contributions et posé des questions à l'endroit des conférenciers afin de mieux comprendre la question de la démocratie et voir quel modèle de démocratie pour le Niger et le Sahel en général. La démocratie, c'est un système qui consacre trois éléments. À défaut d'un, il n'y a pas de démocratie. Le multipartisme, l'existence d'une opposition protégée par les lois de la République, donc une opposition qui est perçue elle-même comme une institution de l'État, hein, et maintenant l'organisation d'élections crédibles. Le reste maintenant, c'est la bonne gouvernance, c'est le comportement citoyen. C'est l'effectivité de certains principes comme la séparation des pouvoirs, mais aussi l'indépendance du juge. Cette conférence organisée conjointement avec l'ENUN se veut un cadre d'échange direct entre le monde universitaire et les acteurs de la société civile sur les préoccupations de l'heure, notamment le mode de gouvernance approprié pour le Sahel dont le Niger fait partie. L'Association pour le développement durable ADD Bunkasa a rendu public une déclaration hier soir à la place de la résistance de Niamey. Les membres félicitent le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour les premiers résultats obtenus. Ainsi, l'association ADD Bunkasa salue le dynamisme des autorités actuelles dans le combat noble pour la sauvegarde de la patrie. Nous sommes fiers aujourd'hui. À un certain moment, j'étais en train de dire qu'est-ce qui se passe au Niger? Pourquoi on ne change pas? Quand le général Abdourahmane Tchani et ses compagnons ont changé, je me suis dit, ah, alhamdoulilah, il fallait cela. Il fallait cela. Le Niger est riche, le Niger a tout ce qu'il faut. Les braves hommes et femmes du Niger, les guerriers du Niger, le Niger qui a toujours résisté. Et le sous-sol du Niger, on ne peut pas imaginer. Tous les métaux sont au Niger. Tous les métaux précieux sont au Niger. Nous avons le pétrole, nous avons quoi? On a tout. On a les hommes valables. Et pourquoi pendant encore 60 ans et quelques encore, on est sous le joug des Français qui continuent, des Européens, des impérialistes, des colonialistes qui continuent à nous coloniser de façon économique. Nous ne sommes pas d'accord et nous sommes fiers aujourd'hui. Nous sommes fiers aujourd'hui de notre armée, nous sommes fiers du CNSP qui a pris ce pouvoir, qui est en train de donner de l'espoir au pays. On prie le bon Dieu pour que le bon Dieu les accompagne dans leur mission. Parce qu'aujourd'hui, le peuple a regagné de l'espoir. Aujourd'hui, le peuple
c'est aujourd'hui que les choses vont changer avec le général Abdourahmane Tchiani et ses hommes. Nous avons espoir. Et l'AES qui est venu, et l'espoir va être comblé encore avec cette union de ces trois pays. L'association soutient les œuvres et tout ce que le CNSP est en train de poser, nous soutenons. Nous soutenons jusqu'à ce que le peuple nigérien soit libre et indépendant. Prière et conférence débat organisée par le comité régional de soutien au CNSP suite au départ total des troupes françaises dans notre pays. Objectif immortaliser la journée historique du 22 décembre 2023. Fatih Bamo et Sanoussi Fala. Suite à la fin des déguerpissements des soldats français dans notre pays, c'est vendredi 22 décembre 2023, une date qui sera gravée à jamais dans l'annale de l'histoire du Niger, le comité régional de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, très satisfait du départ des Français, a organisé plusieurs activités pour immortaliser cette journée historique. Au centre de ces activités de réjouissance, une lecture du Saint-Coran, des prières et des invocations ont été faites afin que Dieu protège le Niger des forces du mal et perpétue la stabilité, la cohésion sociale, la paix et la prospérité sur l'ensemble du territoire national. Une conférence panel a été animée par Dr Namaïwa, enseignant-chercheur à l'université Jibbo Amani d'Ottawa. Comme les derniers Français qui sont sur notre territoire, la question était qu'aujourd'hui 22, ils doivent quitter définitivement. Et ça met clos à tous les Français qui sont chassés de notre territoire. Le secrétaire général de la région d'Ottawa, qui a tenu à rehausser de sa présence à ces grands rendez-vous pour la cause du Niger et de son peuple, s'est dit très réjoui des activités qu'organise le comité régional pour soutenir le CNSP dans son combat pour l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Une conférence dédiée au départ des derniers soldats français sur le territoire nigérien. C'est extrêmement important. Et c'est une date qui restera mémorable dans l'esprit de chacun de nous. Fidèle à sa tradition, le chef des cantons d'Ottawa, l'honorable Mahamadou Moussa, a réassuré le comité régional de la ferme détermination de ses administrés à poursuivre cette pratique religieuse au grand bénéfice du Niger et de son peuple jusqu'à la victoire totale. La coordination départementale COSNA-CNSP de Goudoumaria, région de Difa, se félicite des œuvres patriotiques du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Dans une déclaration hier, cette structure a exprimé son soutien au CNSP, notamment en matière de sécurisation des populations et de leurs biens. Amadou Hassan et Abdourahmane Majiri. Cette cérémonie organisée par la coordination départementale COSNA de Goudoumaria entre le cadre de la campagne entreprise par la coordination régionale de la convergence pour la souveraineté nationale pour la mobilisation autour du CNSP. Après le mot de bienvenue du coordinateur départemental COSNA de Goudoumaria, une déclaration a été rendue publique par la population de cette localité pour manifester tout son attachement aux œuvres de reconstruction nationale entreprises par le CNSP pour l'indépendance totale de notre pays. Réaffirmons notre ferme engagement à soutenir le CNSP, le gouvernement de la transition du Niger dirigé par son Excellence, le général Abdourahmane Tchiani, chef de l'État. Demandons au CNSP de s'investir pleinement dans la création d'un espace économique dans l'Alliance des États du Sahel AES. Nous saluons et félicitons les FDS pour les actions de sécurisation au Niger en général et dans le département en particulier. Réaffirmons notre soutien au FDS et au CNSP dans leur volonté de la sauvegarde de la patrie, de la sécurité, la cohésion et la quiétude sociale ainsi retrouvée. Opportunité saisie par le préfet du département de Goudoumaria, Adamou Ibrahim Suleiman, pour saluer cet acte patriotique de la population. Nous vous saluons pour l'effort que vous avez fourni pour d'abord vous rencontrer ici et nous inviter à cette rencontre. Nous sommes en train d'accompagner un système que nous avons mis en place et dont nous pensons que ce serait notre salut. L'accompagnement n'est pas seulement se réunir comme nous l'avons fait
l'accompagnement est aussi une œuvre de soutien et aussi d'action. Auparavant, le coordinateur régional COSNA de DIFA, Ousmane Gra, a dans son adresse rappelé le contexte de la situation actuelle du Niger ainsi que les différentes sanctions prises par la CEDEAO qui pèsent sur la vie de la population nigérienne. Ainsi, les coordinations départementales COSNA-CNSP ne faiblissent pas dans leur soutien aux autorités. Celle du département de Ménesoroa, dans une déclaration, condamné fermement les sanctions irresponsables imposées par la CEDEAO à notre pays. Nous retrouvons Amadou Hassan et Abdraman Majiri. À travers une déclaration rendue publique, la population de Ménesoroa a renouvelé son engagement à soutenir toutes les actions entreprises par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nous saluons le patriotisme et la résilience du peuple nigérien qui est prêt à se sacrifier corps et âme pour défendre la souveraineté du Niger dans toutes les circonstances. Nous saluons et encourageons également la manière dont les forces de défense et de sécurité mènent leur combat de lutte contre les terroristes et assurent la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Nous remercions l'ensemble des partenaires et des bonnes volontés qui ont soutenu et soutiennent le Niger dans cette situation particulière. Pour leur part, le coordinateur régional du COSNA DIFA, Ousmane Gra, tout comme le maire de la commune urbaine de Ménesoroa, Ibrahim Tanja, ils ont remercié l'ensemble de la population pour sa forte mobilisation avant de féliciter la coordination départementale COSNA pour la réussite de cette organisation. Quant au préfet du département de Ménesoroa, le commandant Boubacar Hamma, il a salué la tenue de cette caravane entreprise par la coordination régionale COSNA de DIFA afin de sensibiliser et d'inviter la population sur la culture du patriotisme. Je salue une fois de plus la coordination régionale du COSNA de DIFA d'avoir initié cette caravane de sensibilisation de soutien aux plus hautes autorités de ce pays. Ainsi, cette marche pacifique de soutien organisée à cette fin par la coordination départementale COSNA de Ménesoroa a sanctionné la fin de cette cérémonie. À l'initiative du chef de canton de Djoundjou, région de Dosso, des prières collectives et des séances de lecture du Saint-Coran ont été organisées hier à Djoundjou. L'objectif est de soutenir les nouvelles autorités nigériennes. Manuel Sido et Harissou Garba. Désormais, c'est devenu une tradition pour le chef de canton de Djoundjou, l'honorable El Hadji Mohamed Bachir Harouna Ambali, d'organiser chaque semaine des séances de lecture du Saint-Coran et des prières collectives pour soutenir le CNSP dans sa noble mission de la défense de la patrie. Ainsi, après Djoundjou et Koutoumou, ces séries de séances de lecture du Saint-Coran et de prières collectives se sont poursuivies dans le village de Hammamara, où les oulémas se sont retrouvés nombreux pour implorer le bon Dieu afin qu'il protège notre pays contre toute force du mal et pour qu'il guide nos nouvelles autorités et que notre pays soit libéré du joug des impérialistes. Alhaji Bachir Harouna Ambali a invité toute la communauté musulmane de Djoundjou pour implorer le bon Dieu pour que les sanctions internationales à l'égard du Niger soient levées. On va continuer à implorer pour que Dieu descende sa miséricorde, la paix sociale et la tranquillité dans notre pays et pour qu'il guide les dirigeants du CNSP, pour que Dieu les protège, pour que Dieu nous épargne de toutes les mains invisibles. Pour finir, nous appelons la communauté internationale à lever les sanctions imposées au Niger. Ces séances de lecture du Saint-Coran et des prières collectives qui se sont déroulées simultanément ce même jour dans les mosquées de 64 villages que compte le canton de Djoundjou sont aussi sanctionnées par des sensibilisations de nos paisibles citoyens afin qu'elles cultivent l'esprit de solidarité et de fraternité entre elles et pour qu'elles collaborent efficacement avec nos forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Les éléments du groupement de la gendarmerie de Saï, région de Tillabéri, viennent de réaliser un exploit. Ils ont, grâce à leur professionnalisme, saisi plus de 300 bidons de carburant fraudés sur le fleuve Niger. Cette saisie record a été présentée au public. Asman Massoui Salaou et Sadou Inouali. Dans le cadre de l'accomplissement de leur mission régalienne, le commandant du groupement de la gendarmerie de Saï, le lieutenant Maman Ada Saadi et ses éléments ont procédé à la saisie d'une importante quantité d'essence fraudée, environ 310 bidons de 25 litres chacun. La quantité saisie a été présentée au public. Malgré les multiples injonctions faites au pilote de la pirogue pour la faire accoster, ce dernier a refusé d'obtempérer et a préféré la faire noyer dans les eaux du fleuve ainsi que son contenu.
Grâce à leur professionnalisme, le chef de mission et ses éléments ont pu ramasser un par un les 310 bidons. Prendre la parole à cette occasion, le préfet de Saï, le capitaine Boubacar Abdou, a tenu à féliciter et à encourager ces vaillantes forces de défense et de sécurité qui œuvrent inlassablement dans l'accomplissement de leur noble tâche de sécurisation des populations et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. La fraude, c'est un fléau double. Il est d'abord économique, après il est sécuritaire. Économique parce qu'il tue l'économie d'un pays. Sécuritaire, il alimente le terrorisme. Pour ça, vraiment, il faut unir nos forces pour qu'on puisse arriver à un résultat. Le secrétaire général de la préfecture de Saï, le chef de la brigade des douanes de Tillabéri, le maire de la commune urbaine de Saï et le représentant du chef de canton de Saï ont interpellé les populations de Saï à prendre au sérieux le phénomène de la fraude et ses conséquences graves sur la vie humaine, sur l'environnement et sur l'économie. Refermant cette édition par les traditionnelles brèves du jour consacrées aujourd'hui à la présidentielle au Sénégal, à la situation humanitaire au Soudan et à la guerre Israël-Hamas au Moyen-Orient. La sélection est signée Gérard Abdelaziz. Débutons les brèves du jour par le Sénégal où la présidentielle du 25 février prochain compte un nouveau candidat et ce n'est pas un inconnu. Karim Wade, c'est de lui qu'il s'agit. Le fils de l'ex-président Abdoulaye Wade a déposé son dossier durant la nuit de vendredi à samedi. Il reste maintenant le passage devant la commission nationale chargée du contrôle des parrainages. Le candidat du Parti démocratique sénégalais avait déjà tenté de briguer la présidentielle en 2019, mais sa candidature avait été rejetée. Pour rappel, Karim Wade a été condamné en 2015 à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Détenu pendant plus de 3 ans, il a été gracié en 2016 par le président Macky Sall et vit depuis en exil au Qatar. Quant à l'opposant emprisonné Ousmane Sonko, il présentera sa candidature devant le Conseil constitutionnel, ont affirmé vendredi ses avocats, accusant l'État de vouloir l'écarter du scrutin. Au Soudan, les combats qui font rage depuis avril entre l'armée et les paramilitaires ont à ce jour provoqué le déplacement de 7,1 millions de déplacés selon l'ONU, alertant sur la crise de déplacement la plus importante au monde. La guerre entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, et son second, le général Mohamed Hamdan Daglo, patron des regroupées forces de soutien rapide FSR, s'est étendue la semaine dernière à l'état d'Al Jazeera, dans le centre-est du pays, jusqu'alors épargné. Elle s'approche ainsi de la ville de Ouad Madani, qui servait de plaque tournante humanitaire et de refuge pour des précédents déplacés. Au Moyen-Orient, enfin, guerre Israël-Hamas. L'État hébreu entend continuer à inspecter toute aide humanitaire destinée à Gaza après l'adoption ce vendredi 22 décembre d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, perçue comme un pas dans la bonne direction pour l'autorité palestinienne. Après 3 reports et 5 jours d'après négociation, un texte largement revu sous l'impulsion des États-Unis a donc été voté. Ce samedi, une frappe israélienne a fait 76 morts d'une même famille à Gazaville. 20 258 morts, c'est le nouveau bilan du conflit, a annoncé le Hamas aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments quant à la suite de nos programmes. Bonsoir.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le compte à rebours a déjà commencé. À la clé, plusieurs lutteurs hors course de la conquête du sabre national dans la matinée du samedi 23 décembre 2023. Maradi a été malmené par les lutteurs de la région du fleuve sur le score de 7 victoires contre 3. Et peu après, Niamey et Zender se sont neutralisés, 5 victoires partout. Hassan Ankoro nous fait le résumé de cette rencontre. Tilaberi a défait, a écrasé Maradi par cette victoire à 3, car rarissime depuis des lustres. Sinon, les lutteurs de Tilaberi se sont bien préparés pour cette 44e édition du sabre national. Tous les favoris de Maradi ou presque ont mordu la poussière, exprimant dans leur combat une incapacité notoire de résister devant la fougue des jeunes lutteurs de Tilaberi. Sani Habou, Badamasi Oumarou, Abdraman Idi Zougal, méconnaissables ce matin face à leur challenger. Néanmoins, il reste à Maradi 3 invaincus. Moussa Abdoulaye, Mati Sele et Bel Ila. En tout cas, si Maradi fléchit devant Tilaberi, et que fera-t-il face aux grosses cylindrées? La deuxième confrontation entre Zender et Niamey a donné les résultats de 5 victoires par-ci, par-là. Mais l'écurie de Niamey perd Adamou Yakouba, qui tombe devant un jeune prodige de Zender, Omar Abdou Hadi. De même, Dantel a échappé belle grâce à un avertissement écopé par son vis-à-vis Bigou Ado Giga de Niamey. Dans la soirée, la région de Tawa était face à Difa. Une très belle affiche qui avait retenu l'attention des spectateurs. Tawa, 7 victoires contre 3 pour Difa. Et la cité de l'Aïr avait retenu son souffle face à la région de Dosso. Une confrontation qui était d'une importance capitale pour la cité de l'Aïr. Je vous laisse apprécier ce résumé de Pascal Sessou-Gauthier. La première sortie de Difa et de Tawa pour le compte de la première journée a été plus ou moins bien négociée cet après-midi par les cadres de ces différentes écuries. Valeur sûre de l'écurie de Difa, Madame Clé Ombois, ceinture rouge, s'incline devant Oumarou Ibrahim après avoir écopé de 3 avertissements. Dalla Abani, ceinture rouge, de retour désormais dans sa région, après quelques saisons passées à Maradi, s'est vu surprendre par le jeune Hachimou Cheibou en 1 minute 07 secondes. Le 5e combat tant attendu, celui du champion en titre, Isaka Isaka, ceinture rouge, sans coup fait vire, a eu raison de Sofiane Boubacar. Le rapport de force ne se passe d'aucun commentaire. Autre combat tant attendu, celui de Laminou Medaba d'Agadez, ceinture bleue, en témoigne l'afflux massif des Agadésiens. Pour la petite histoire, les tickets ont tous été vendus avant 16h. Mais il a fallu attendre 19h13 pour qu'enfin Medaba foule l'air de combat. Soit le 9e du genre, il a pour adversaire Daouli Dantela, un os dur. Au finish, il a rassuré l'ensemble de la population de la cité de l'Aïr avec ce coup de rein, nous rappelant le même Laminou Medaba il y a une dizaine d'années. Il score au terme de cette confrontation. Dans nos livraisons, nous allons recueillir l'avis des différents chefs de délégation pour cette 44e édition du Sabre national. La lutte sport roi est un véritable vecteur d'unité nationale et de cohésion sociale. Agadez, avec 3 sabres à la clé, compte faire une très belle prestation en enregistrant un 4e titre avec toute l'hospitalité légendaire qui caractérise la région, selon le chef de bataillon, préfet d'Arlit, chef de la délégation d'Agadez. Le 4e il sera ici, Inch'Allah. Et la seule chose aussi, il faut mettre que c'est le Niger qui gagne. Qui gagne, c'est le Niger qui gagne. Et on a l'habitude d'accueillir. Si vous voulez vous amener tous les Niger ici, là, il aura une place à rentrer. Ce qui concerne ça, nous sommes prêts vraiment. Et vous avez vu l'impression, vous-même vous avez apprécié ça par rapport à ce qui se passe. L'organisation, le positif, la responsabilité, oui, elle est lourde, mais il n'y a pas de problème par rapport à ça, on a l'habitude d'accueillir. Et depuis les événements du 26 juillet, tout est changé. Vous le savez, n'importe qui, même un enfant aujourd'hui de 5 ans, 6 ans, il va te dire la Bossonine, ça veut dire que c'est la patrie. Et la patrie, vous le connaissez, on va se sacrifier pour cette patrie.
La première journée de la compétition de cette 44e édition du Sabre national a donné l'occasion à nos journalistes experts de lutte et même simples observateurs de découvrir des jeunes talents. C'est le cas de notre reporter Ablaziz Issaka qui découvrait avec nous cet après-midi Biliamin Adamou, un jeune de 22 ans évoluant de l'écurie de la région de Tawa. Une graine de champion, disait-il en le qualifiant, voyez-vous même. Des pas gracieux, une allure imposante et une posture qui intimide. Le monde de la lutte découvre Médusé Biliamin Adamou à l'occasion de cette 44e édition du Sabre national. À 22 ans, le natif de Bouza, qui évolue dans l'écurie de Tawa, est une véritable force de la nature. Pour ses premiers pas dans la cour des grands, il fait déjà montre de qualité physique et technique, défiant les normes standards. Avec un poids de 85 kg pour 1,85 m, la graine de champion de Yaya Kaka maîtrise parfaitement le travail des bras et des jambes. Sa technique de base, le ramassement des jambes et les crochets. Et oui, comme vous le savez, la lutte traditionnelle allie le sport et la culture. Nous irons à la découverte du turban Outougulmous en tamashek. Cette pièce d'étoffe enroulée généralement autour du cou et autour de la tête surtout. Et le turban est d'une grande importance dans la tradition touareg. Ali Oumarou, Habib Abdraman pour le reportage. Le turban Outougulmous en tamashek se confond avec l'histoire des Touaregs. La communauté touareg vit dans le désert où les conditions climatiques sont rudes. Et c'est pour se protéger justement des intempéries, le vent de sable et de la poussière que les populations touareg portent le turban. Il fait partie également de leur accoutrement, d'où son importance. Autrefois, les jeunes touareg commençaient à porter le turban à l'âge de 18 ans. Le port du turban en milieu touareg est synonyme de sagesse. Dans la tradition touareg, le turban Outougulmous a bel et bien une origine. Son origine, c'est les hommes du désert. Les hommes volés, on les appelle. Ce sont eux qui portaient des turbans dans le désert pour se faire protéger de la poussière et du sable. Un chèque, c'est des touaregs qui sont libres. Un touareg doit toujours porter son turban, doit toujours fermer sa bouche comme ça, et pour qu'on ne les voit pas de trop à travers. C'est ça, un chèque. Un touareg doit être un touareg digne, qui portait toujours son turban. De nos jours, certaines personnes portent le turban sans connaître son importance. Pour elles, c'est juste un plaisir. L'Union des journalistes sportifs du Niger, UJSN, a organisé ce 22 décembre à la Maison des jeunes et de la culture d'Agadez un atelier de renforcement des capacités à l'endroit des journalistes et amateurs sportifs. Objectif, outiller ces derniers afin de mieux accomplir leur mission tout au long de cette édition du Sabre national. Mahamadou Garba nous en dit un peu plus. En marge de cette 44e édition du Sabre national, l'Union des journalistes sportifs du Niger, UJSN, a saisi la balle au rebond pour organiser un atelier de renforcement de capacité à ses membres, placé sous le thème « Rôle et responsabilité des journalistes sportifs dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale ». Une manière pour l'UJSN d'outiller ses membres pour qu'ils puissent mieux accomplir leur travail. Et c'est le doyen Youssouf Kolo, une bibliothèque de la lutte traditionnelle au Niger qui a été choisie pour animer cet atelier. Damana Abdoulaye, président de l'Union des journalistes sportifs du Niger. Vous le savez autant que moi, nous sommes dans un contexte particulier. C'est la quête de la souveraineté nationale et on s'est dit, nous en tant que journalistes, nous avons un rôle éminemment important à jouer dans cette quête de souveraineté. Et on s'est dit que c'est l'occasion parce que le Niger va se retrouver en miniature dans la cité légendaire et mythique de l'Aïr. Pourquoi ne pas saisir cette occasion en or pour démontrer au peuple nigérien que nous-mêmes, nous sommes là et que nous épousons les idées qui sont émises par nos autorités et les accompagner. Rappelons que c'est la première fois que l'Union des journalistes sportifs du Niger initie une telle formation à ses membres, avant le démarrage d'une compétition nationale. Les commentaires fusent de partout par rapport à l'élimination prématurée, et oui, prématurée du célèbre lutteur de la région de Niamey,
Yacoub Adamou, détenteur du sabre édition 2014. Mais vu à la loupe, cette défaite n'a rien d'étonnant compte tenu de l'âge de ce dernier, 35 ans. Un facteur déterminant pour en arriver à ce cas de figure, selon notre consultant Issoufou Adamou Kodo. En effet, Jibril, ce combat, Omar Hadi de Zender, ceinture rouge, contre Yacouba Adamou de Niamey en bleu, sur le papier, évidemment Yacouba est parti largement favori. Mais d'aucuns oublient que la lutte étant un sport de combat, l'usure, au fur et à mesure que le temps passe, elle, cette usure, accentue son emprise sur le combattant. L'âge, alors, devient en quelque sorte un adversaire naturel. Et l'athlète en question sentira les effets à travers certains gestes qui ne seront pas assez, disons, efficaces comme par le passé. Le manque de coordination, les articulations, bref, comme dit l'autre, la machine est moins huilée. Comme d'ailleurs l'atteste l'avertissement écopé par Yacouba Adamou. Au passage, un cas rarissime. D'ailleurs, et toute comparaison faite en temps normal, Yacouba ne prendra pas autant de temps pour exécuter pareil adversaire. Mais plus l'on avance, plus le lutteur de Zender Omar Hadi prenait confiance. La passivité, l'indolence de Yacouba lui permettent de croire davantage à lui, avec un intéressant ramassement de jambes. Mitan Yacouba en péril, Mitan Yacouba dans un véritable pétrin. Pour une fois, le chasseur est devenu gibier et par la suite même une proie relativement facile. Facile. Qu'à tel point, Omar Hadi arrive aisément à désarçonner et faire culbuter Yacouba. Signe évident que le célèbre lutteur de Niamey a commencé à frapper à la porte des anciens. Et oui, Kodo, tout laisse à croire que ce cas de figure est en train de se confirmer malheureusement pour ce lutteur. Pour vous agrémenter davantage ce journal de la lutte, je vous propose quelques insolites passées, notamment des best of the best, en attendant des nouvelles insolites avec l'infatigable Youssouf Kodo, ou plutôt Sacré Kodo. Saleh Daouda, le roi de Simagré, sa façon unique de célébrer sa victoire. I love you. Mais ce deuxième geste, il n'y a que lui pour nous le traduire. Allah Wahid. Et je vais te montrer comment on danse. La reine Rosanou, un véritable Wall Street, c'est un monde des affaires où nos lutteurs savent le gérer comme il le faut. Après les chaudes empoignades, les deux adversaires vont conjuguer leurs efforts après avoir aussi récolté les différentes mannes. L'on s'isole pour parler affaires. Tu sais, à Burkina, les temps sont durs, hein? Les mains commencent à ne plus donner grand-chose. Et comme c'est moi qui t'ai terrassé, je vais d'abord me faire la part belle. Alors, donc, tiens ça, contente-toi de ça, en souhaitant que demain, que si tu gagnes ton combat, toi aussi tu feras la même chose que ton adversaire. Prends ça, Tidahoui. Il ne fait attention à personne et personne ne fait attention à lui. Ayant trouvé un bel emplacement, son regard ne quitte en effet jamais l'air de combat. Muni d'un stylo et d'un cahier, le voici dans une phase de script sans fin.
où, je suppose, il est écrit tout le déroulement, combat par combat, confrontation par confrontation, cas par cas. Jetant un coup d'œil sur ces manuscrits, je découvre alors que c'est en arabe, le taciturne, le solitaire est imperturbable. Il n'a même pas le temps de s'alimenter. Peut-être que notre mystérieux écrivain éditera-t-il un livre sur la lutte. Malgré le vacarme gravitant autour, vous pouvez entendre ces poumonner les anciens lutteurs devenus entraîneurs donner des instructions à leurs poulains. Sauf que l'effet lutteur a plus d'ascendant que l'effet technique. Et subitement, ils enlèvent leur robe d'entraîneur et les voici sont hao feikalou. Mesdames, Messieurs, avant de refermer ce journal de la lutte, retenez pour la journée de demain, dimanche 24 décembre 2023, dans la matinée à l'affiche, Dosso face Zender, Tillabéri croisera le fer face à la région de Difa et dans la soirée, la région haute Agadez sera face à Niamey et Maradi contre Tawa. Voilà, chers téléspectateurs, ici se referme ce journal de la lutte, le deuxième numéro. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTN. Au revoir et ce sera avec le même plaisir que je vous retrouverai demain, Inch'Allah. Changer. Nous sommes à Agadez, la capitale de l'Aïr, capitale sportive et culturelle du Niger, à l'occasion de la 44e édition du SAB national. En marge de cette grande compétition du sport roi au Niger, nous allons, et la RN nous en donne l'opportunité, réaliser plusieurs numéros de votre émission, l'appel de la patrie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro de votre émission ici à Agadez. À travers ce numéro, nous allons vous entretenir sur l'immigration et parler particulièrement de l'abrogation de la loi 2015-36 criminalisant le trafic illicite des migrants au Niger. Cette forte décision des plus hautes autorités de notre pays a suscité la réaction des populations d'Agadez qui ont notamment exprimé leur satisfaction. On y reviendra, le temps pour moi de vous présenter nos invités. Je reçois donc sur ce plateau M. Ibrahim Manzo Diallo. Il est journaliste, directeur de publication du journal l'Air Info, directeur de la radio Sahara FM. Bonsoir Diallo. Bonsoir Adine. Et bienvenue. Merci beaucoup. Je reçois également M. Youssef Moud. Il est président du comité régional du soutien au CNSP et membre du M70. Bonsoir. Bonsoir Adine. Et bienvenue. Merci. Et enfin, M. Amadou Oumarou, il est président des prestataires migration à Agadez. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci Edine. Question, M. Diallo, quelle analyse peut-on faire aujourd'hui de la situation de la migration à Agadez? Merci beaucoup Adine et je vous félicite pour cette opportunité que vous nous offrez, vraiment de nous exprimer, surtout sur la télé nationale. La migration à Agadez, vous êtes à Agadez, eh bien vous êtes dans une région hospitalière qui a fait des millénaires en train d'accueillir des passagers venant du nord allant vers le sud et vice-versa. Eh bien vous êtes à Agadez parce que vous êtes dans une région qui a toujours accueilli les étrangers. Et actuellement, au moment où je vous parle, Agadez est un centre de transit de plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes. Aujourd'hui, à Agadez, la migration, elle est carrément devenue le nerf sciatique de l'économie de cette région. Beaucoup de gens
ont vu comment cette loi 2015-036 qui a été votée en catimini en 2015 et mise en service sans qu'il y ait eu une sensibilisation, a porté un coup rude à l'économie locale. Et vous serez à Agadez avant cette loi, je vous assure, avant cette abrogation, vous allez voir de vous-même que ça ne va pas. Parce que toute l'économie locale s'était effondrée. Et il faut le dire, la migration, pendant son pic, notamment en 2015-2016, elle rapportait énormément d'argent, pas seulement aux collectivités territoriales, mais à tous ceux qui étaient dans la chaîne de la migration, notamment les transporteurs, les coxeurs, les hébergeurs, les restaurateurs, les commerçants. Toute la population jouissait des retombées de cette migration. Mais malheureusement, paf, sans qu'on y s'attende, et un couperet est venu arrêter ça. Les transporteurs sont devenus des criminels, ce qu'ils appellent des passeurs. Et toute cette chaîne était devenue la bête à abattre. Beaucoup de nos jeunes ont été pris, jetés en prison. Pourquoi? Parce que juste, ils ont fait un travail de transport d'un point A vers un point B. Ce qui était permis au niveau des autres régions était interdit à Agadez. Pourquoi? Parce que, quelque part, l'Union européenne politique a sous-traité avec les régimes passés pour que Agadez soit pratiquement la porte de l'Europe. On a externalisé les frontières de l'Union européenne vers Agadez et c'était le terminus des migrants, de nos frères africains qui venaient, qui avaient cette possibilité de circuler librement dans notre espace commun, mais qui était interdit d'entrer dans la région d'Agadez, interdit de sortir dans la région d'Agadez, comme si Agadez était devenue une autre enclave, une enclave européenne. Alors, Emoud, on a vu les populations d'Agadez manifester leur joie suite à l'abrogation de la loi 2015-36 criminalisant l'immigration. Qu'est-ce qui justifie cela? Donc, merci Adi. Tout d'abord, je tiens à remercier RTN pour cette occasion qu'on nous offre de s'exprimer par rapport à la loi 2015-036. Donc, avant de commencer, nous tenons à remercier le gouvernement du CNSP pour l'abrogation de cette loi. Parce que le combat pour l'abrogation de cette loi a duré 8 ans pour la population d'Agadez. Et c'est l'un des combats qui a fait l'unanimité au sein de tous les acteurs de la société civile d'Agadez. Que ce soit la population, les journalistes, les passeurs, tout le monde était dans ce combat-là. Parce que d'abord, je veux parler de son caractère illégal. C'est une loi qui ne devait pas exister dans un pays des droits de l'homme, dans un pays où les droits de l'homme sont respectés. Parce que ça porte atteinte à la mobilité des personnes. Si vous prenez le texte de la Déclaration des droits de l'homme, à son article 13, alinéa 2, qui dit « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris les siens, et de retourner ». Alors cette loi permet aux migrants de quitter toutes les frontières, mais à Agadez, on les arrête à partir d'Agadez, ils sont stoppés. D'abord, ça c'est son caractère illégal et injuste. Et l'autre côté, c'est les conséquences néfastes que cette loi a eu sur l'économie de la région. Elle a étranglé l'économie de la région d'Agadez et elle a plongé l'économie d'Agadez dans un coma profond. Parce que toute la population profitait de cette migration. Beaucoup de jeunes se trouvaient, les passeurs, les commerçants, les revendeurs, ceux qui ont leurs boutiques, et même les revendeurs ambulants en profitaient. Et d'un coup, on vient, on stoppe cela. Et même nos collectivités, il y a beaucoup de recettes, il y a beaucoup de retombées à travers cette loi. Donc du coup, ça a plongé la jeunesse dans un chômage. Et on connaît bien les conséquences de la chômage. Donc d'autres, c'est dans ce chômage-là qu'ils se sont retrouvés dans des banditismes. Parce qu'avant, ils vivaient de cette migration. Elle a été stoppée. Et en dehors de cela, d'autres se sont pris, d'autres ont été jetés dans la prison. Et le pire, c'est même pas ici à Agadez. On te prend, on t'amène jusqu'à Niamey pour te jeter en prison. Donc, cette migration est devenue aussi pire que le trafic de drogue et autres. Et en dehors de cela, la cohabitation aussi n'a pas été facile
entre les migrants et la population haute. Parce qu'étant des cultures et des coutumes différentes, certaines pratiques, notre jeunesse a appris ça auprès de ces migrants. L'habillement indécent, la prise des stupéfiants, on a connu ça à travers ces migrants. Parce que ces migrants, leur destination, ce n'est pas Agadez. Ils sont venus pour continuer. Parce qu'Agadez, c'est un carrefour entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Donc, et même les migrants ne sont pas contents de cette situation. Ils sont stockés, on a fait d'Agadez et ça a devenu une sorte de business qui profite seulement aux organisations internationales qui interviennent dans le cadre de la migration. Donc il y a eu énormément de conséquences néfastes pour l'économie de la région d'Agadez et pour la population d'Agadez. Et pendant 8 ans, jour tenu, la population a demandé à ce que cette loi soit abrogée. Mais c'est normal que ça a été une joie, ça a été célébré ici à Agadez comme une fête. Et cela nous réconforte même quant à notre soutien au CNSP. Parce qu'en 4 ans seulement, le CNSP a constaté que c'est ça, c'est l'un des grands problèmes de la région d'Agadez. En 4 mois. Hein, en 4 mois seulement, excusez autant pour moi. Donc cela a permis à la population d'Agadez de se retrouver parce que d'ores et déjà, la jeunesse a repris leur occupation concernant cette immigration. Monsieur Amadou, quels sont les avantages de l'abrogation de cette loi pour les populations d'Agadez, voire même du Niger? Merci, monsieur Edine. Je remercie le RTN d'abord de nous avoir donné l'opportunité de s'exprimer par rapport à l'abrogation de la loi 036/2015 liée au trafic illicite d'immigrants. Moi, en tant qu'acteur clé, qui a travaillé pendant une vingtaine d'années dans le service du secteur de transport de migrants, je sais que après la fin des activités liées au tourisme, c'est les activités de transport des migrants qui a boosté l'économie de la région. Parce qu'à chaque départ des véhicules, moi qui transporte ou qui fait des démarches de ces migrants, je me retrouve à chaque semaine avec 3 millions, 4 millions par semaine. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière moi. On a un bureau où on fait l'enregistrement de ces migrants chaque semaine. Donc, la loi là est venue contrer cette activité qui, il y a la moitié de la région d'Agadez vivent de cette économie. Il y a ceux qui font des activités autour de cette migration, notamment ceux qui vendaient des kits de voyage et ceux qui font le coxeur qui cherchent des passagers autour de ces. Il y a les échanges monnaie, ceux qui font des échanges autour de ces migrants de passage. Et ces migrants eux-mêmes, c'est une potentialité pour la région d'Agadez parce qu'ils ont une certaine expertise que nos jeunes apprennent autour d'eux. Donc, les avantages sont énormes parce que ça réduit non seulement le taux de chômage de la région et l'insécurité résiduelle au niveau de la région d'Agadez. Ok, Diallo, quel est votre point de vue par rapport à cette situation-là? Pour moi, l'abrogation de la loi 2015-036, ce n'est qu'un tort qui a été réparé. Un tort qui a été réparé, non pas à la région d'Agadez, épicentre de cette migration irrégulière, non pas à la région des Anders, qui est aussi une région frontalière d'Agadez et qui profite de cette migration. Mais c'est surtout un tort réparé à tous ces milliers de jeunes Africains qui sont dans leur droit de mobilité. Mais parce que quelque part, l'Europe politique a voulu faire de nous ses gendarmes, moyennant de l'argent frais. Parce qu'il faut le dire, 1,6 milliard d'euros ont été injectés après le sommet de la Valette, qui a eu lieu le 12 novembre 2015. Juste après, il y a eu cette promesse d'aide à nos pays, surtout les 5 pays comme le Niger,
le Sénégal, le Nigeria, l'Éthiopie et un autre pays, j'ai oublié. Il y a eu 5 pays, le Mali, qui ont eu droit à cette grosse enveloppe, mais en contrepartie, bloquer la migration. Donc, voilà, sans le savoir, avec des narratifs et des clichés insidieux, on a fait ce qu'on appelle l'aide au développement en contrepartie d'une action. Donc c'est ça qu'on appelle tranquillement ce que nous pouvons appeler l'aide au développement sous proposition. Donc c'est un marchandage. Vous bloquez les migrants chez vous, vous ne les laissez pas passer, nous on vous donne de l'argent. C'est un chantage, M. Adil. On faisait chanter nos régimes, nos dirigeants qui étaient passés. Donc, ils étaient obligés d'accepter parce qu'ils ont un cahier de charges, une politique à asseoir, ils voulaient de l'argent fait, et cet argent fait, l'Europe leur tendait, mais en contrepartie, bloquer ces gens. Et ces jeunes, comme ils n'avaient aucune route, toutes les routes balisées étaient bloquées, les points d'eau contrôlés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des routes extrêmement dangereuses. Clandestines, hein? Des routes clandestines. Ils se sont frayés des nouveaux itinéraires. Des itinéraires qui sont devenus malheureusement dangereux et mortels. Donc pratiquement, le désert, le beau désert d'Agadez, le désert de Ténéré est devenu pratiquement un cimetière à ciel ouvert. Alors Diallo, est-ce qu'il n'y a pas de répercussions négatives associées à l'abrogation de cette loi qu'il faille prévenir à travers d'autres actes? Les répercussions négatives, il faut juste le dire clairement ici, nous ne sommes pas encore au pic du trafic des migrants. Il faut faire très attention parce que les États qui nous entourent, les États limitrophes du Niger, notamment l'Algérie et la Libye, et qui sont quand même des pays qui vont accueillir ces vagues de migrants qui vont partir d'Agadez, vont aussi renforcer leurs frontières. Et ce qui risque d'arriver, c'est quoi? C'est qu'il y aura beaucoup des migrants qui vont être charriés vers nos pays et qui risquent de mourir dans le désert pour qu'on montre le Niger comme responsable de ces morts des migrants. Donc actuellement, au moment où je vous parle, je suis sûr que les grosses caméras des médias du Nord vont descendre dans la région d'Agadez à la quête de ces cimetières dans le désert. C'est-à-dire, on va dire, regardez, les nouvelles autorités militaires du Niger ont abrogé cette loi et regardez ce qui se passe. Il y a des morts, des Africains meurent par dizaines, par centaines dans le désert. C'est la faute au Niger. Donc il faut qu'on fasse très attention et pour ce faire, il faut qu'on sensibilise les transporteurs de ces migrants, de faire très attention, de ne pas tomber dans le piège. Et parce que un mort, 2 morts, 10 morts de migrants, je vous assure, ça va être ébruité et tous les grands médias du Nord vont dire, et voilà ce que le Niger fait, le Niger tue des migrants et pour ça, il faut qu'on fasse une sensibilisation accrue de nos prestataires de la migration. Mais quand même, il faut le dire, la migration, c'est une richesse. C'est une richesse pour notre pays et c'est une richesse aussi pour l'Afrique qui va dans l'intégration. Voilà. Moud, quelle doit être selon vous l'implication des autorités dans la gestion de l'immigration? En tout cas, c'est le moment d'organisation. Il faut organiser le transport des migrants. Il faut savoir qui rentre et qui sort. Les passeurs doivent s'organiser à travers leurs syndicats, les autorités locales, pour que tous les passages puissent se faire dans les chemins réguliers. Comme l'a dit grand frère Dim, les passeurs se sont créés d'autres chemins plus dangereux. Parce que 2 ans après l'application de cette loi, les porte-paroles du Parlement européen disaient que ça a permis de chuter les flux migratoires de 95%. Et malheureusement, tout l'argent qui a été injecté pour la reconversion des passeurs ou bien des personnes qui vivaient de la migration ils n'ont pas profité de ça. Donc il y a eu un détournement d'objectifs. Et cela a fait en sorte que les migrants, les passeurs, se sont créés d'autres chemins plus dangereux. Maintenant que cette loi a été abrogée, donc notre demande
aux autorités, surtout locales et les passeurs aussi, c'est de s'organiser pour que ça puisse se passer dans les meilleures conditions. Parce que faisons attention au tapage médiatique. Ils sont capables aujourd'hui d'aller dans les Sahara pour faire coucher des migrants et montrer que voilà, suite à l'abrogation de cette loi, les migrants sont en train de perdre leur vie dans les déserts. Donc c'est surtout d'avoir une meilleure organisation de ce trafic des migrants. C'est ça que nous demandons au gouvernement et surtout ici à Agadez, parce que le chemin le plus dangereux, c'est ici entre Agadez, Madama et de Madama là-bas la frontière libérienne et algérienne. Donc c'est dans ce trajet-là qu'il va falloir mettre beaucoup plus de sérieux. Alors, Amadou, vous êtes dans le secteur. Quel est votre avis sur cette question? Bon, moi, mon avis par rapport à la contribution de l'État et des autorités dans le cadre vraiment de la gestion de ce passage de ce migrant, c'est la réorganisation des lieux d'embarquement. Parce que vous savez, l'autogare a une organisation. Tout transport en dehors de l'autogare doit être interdit. C'est un transport clandestin. Parce qu'à l'époque, nous, on fait ces activités au niveau de l'autogare. Et il y a une administration qui est au niveau de l'autogare. On fait l'enregistrement de tous ces migrants qui viennent ici à Agadez, leur identité, leur destination, le numéro du chauffeur, le numéro du véhicule. On met le cachet avec le poste de police de contrôle. Ils font le contrôle et tout ce qui s'ensuit comme taxe, ils paient leurs taxes au niveau de l'autogare et à la sortie de la ville. Donc il faut alors reprendre tout ça là, réorganiser ça. Il faut que les autorités mettent un œil pour qu'il n'y ait pas ces transports qui contournent les axes principaux du voyage. Alors, Diallo, quel est votre avis sur cette question? Quelle doit être l'implication des autorités dans cette migration? Amadou a déjà clairement défini ce qui doit être le rôle des autorités. Les autorités d'Agadez doivent être regardantes par rapport au phénomène lui-même. C'est-à-dire, il faut empêcher carrément à ce que des transports clandestins se fassent, surtout que maintenant c'est ouvert. Il n'y a aucun problème. Il faut éviter à ce que des gens qui ne sont pas identifiés, qui n'ont pas une liste, une feuille de route déposée au niveau de l'autogare, embarquent des passagers et partent les jeter dans le désert. Parce que je vous dis, nous sommes actuellement dans l'œil du cyclone, comme on le dit. Une petite erreur, c'est-à-dire que Dieu aide le Niger pour que cela n'arrive pas. Un véhicule de migrants tombe en panne, si des migrants meurent, je vous assure que ça va ameuter toute la planète Terre. Parce que le coup que vient de faire le CNSP à l'Union européenne politique, eh bien c'est un coup très dur. Et je vous assure, l'Union européenne politique ne va pas pardonner ça au Niger, et surtout aux autorités militaires actuelles. Elle va faire tout pour que quelque chose vraiment quelque chose qui va nuire à l'image de notre cher pays arrive, survient et qui sera ameuté. Donc pour ça, il faut vraiment encadrer, comme l'a dit Amadou, le transport des migrants. Il faut que les autorités qui sont sur la route, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, et les militaires vers Madama, soient regardants et vigilants sur ce qui se passe, pour éviter à ce que l'image de notre pays ne se dégrade. Mais je vous assure, nous sommes sur le bon chemin, nous sommes de plus en plus autonomes et nous aspirons à cette souveraineté de notre pays. Alors certainement que le CNSP, en abrogeant cette loi, a réfléchi avant de prendre cette décision. Merci M. Diallo, merci Emoud, merci M. Amadou pour votre disponibilité. Et c'est la fin de cet entretien d'aujourd'hui. Nous vous remercions beaucoup, M. Adib. Et mesdames, messieurs, merci de nous suivre chez vous. C'est la fin de notre entretien. Et à très bientôt sur Télé Sahel. Merci. La bossani non. Merci beaucoup et à très bientôt.